C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le jour d'après au Tchad, au lendemain de l'attaque d'un commando contre le palais présidentiel. Le calme est de retour. L'heure est au bilan. Que s'est-il passé? Qui était derrière cette attaque? Autant de questions que nous allons poser à Abdourahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement et ministre tchadien des Affaires étrangères. Il est notre invité ce soir. Et puis au Mozambique, le principal opposant qui revendique toujours sa victoire à la présidentielle est rentré d'exil ce jeudi. Des milliers de ses partisans étaient sortis manifester pour l'accueillir. Un rassemblement qui a dégénéré en affrontement avec la police. Les détails à suivre. Retour au calme à N'Djamena au Tchad. Hier soir, un groupe d'individus a attaqué le palais présidentiel. Les tirs nourris entre le commando et les forces de l'ordre ont duré plus d'une quarantaine de minutes. Les assaillants ont finalement été maîtrisés par la garde présidentielle. 18 d'entre eux ont été tués, ainsi que 2 militaires. Retour sur ces événements avec Anna Pereira. Le calme est de retour à N'Djamena ce jeudi matin. Le dispositif de sécurité renforcé et interdiction de circulation aux abords du palais présidentiel ont été levés après la nuit mouvementée de la veille. Un groupe de 24 personnes décrit comme droguées et alcoolisées par les autorités aurait tenté de prendre d'assaut le palais. Armés de machettes et en tenue civile, ils seraient venus d'un quartier pauvre du sud de la ville. S'en sont suivis des échanges de tirs pendant plus d'une demi-heure. Arme à la ceinture, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement s'est empressé de publier sur ses réseaux cette vidéo, preuve que la situation était revenue sous contrôle. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien, tout est calme, je veux que vous soyez rassurés. 2 militaires ont été tués ainsi que 18 des assaillants. 6 autres sont désormais entre les mains de la justice. Interrogé dans la foulée à la télévision nationale, le ministre évoque une tentative de déstabilisation, mais se veut rassurant. C'est une attaque qui est complètement désespérée. Ni les institutions de la présidence de la République, l'institution présidentielle, ni les autres institutions de la République, ni aucune menace ne pèse actuellement sur le pays. Et c'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre et leur tentative était une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, se trouvait au palais au moment de l'attaque, mais ne s'est pas exprimé publiquement. Certaines voix dans l'opposition émettent ce jeudi des doutes sur ce récit officiel. Et comme promis, nous recevons ce soir Abdourahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement tchadien et ministre des Affaires étrangères. Bonsoir monsieur le ministre, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour répondre à nos questions. Tout d'abord, que s'est-il passé hier exactement? Au début de l'attaque, certaines rumeurs parlaient de tentatives de déstabilisation, d'attaques terroristes de Boko Haram. Que s'est-il passé exactement hier soir? D'abord, nous excluons formellement une attaque de Boko Haram. Je pense que vous n'avez pas vu les images qui ont été diffusées ce soir par la télévision tchadienne, qui ont été captées par les vidéos de surveillance, qui montrent bien des assaillants armés de gourdins, armés de machettes, qui se sont attaqués au palais présidentiel. Tout d'abord, le militaire en faction a essayé de les éloigner du palais. Ils se sont rués, ils étaient 25 personnes, ils se sont rués sur les gardes. S'en est suivi un échange de coups de feu, mais certains ont réussi à entrer à l'intérieur du palais par une porte secondaire et très vite, les forces de l'ordre les ont maîtrisés. Ce qui a pris le plus de temps, c'est que ces personnes étaient un peu éparpillés à travers les arbres au palais et ils ont été très rapidement maîtrisés. On a bien vu qu'il s'agit d'une bande de jeunes complètement drogués, complètement alcoolisés et qui ne pouvaient rien menacer. Mais l'attaque a été tellement brutale, tellement par surprise, ils ont pris les gardes que bon, ça a défrayé les réseaux sociaux. Et comme vous l'avez montré dans votre reportage, je me suis rendu très vite sur place et très vite nous avons fait un live sur notre compte Facebook et qui a démontré que la situation était loin de celle qui circulait sur les réseaux sociaux. C'est une attaque simple aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif de sécurité dans la ville. Alors, qui sont les assaillants? Est-ce que vous en savez plus sur ces personnes? Quelles étaient leurs motivations? Avaient-ils des revendications particulières? Franchement, madame, si vous voyez ces assaillants, eux-mêmes
interrogés par les militaires, ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Il n'y a pas de projet précis de ces assaillants. Ils étaient munis de talismans, de ce qu'on appelle couramment chez nous les gris-gris, qui semble-t-il, sont de sortes de pare-balles. Manifestement, ça n'a pas marché. Et ils pensaient être invulnérables et même invisibles. Ils ont été envoûtés par certainement des personnes mal intentionnées, mais bon, ce sont des jeunes. Le président Mahamat Idriss Déby s'est exprimé ce soir sur son compte Facebook et il a dit que ces assaillants souhaitaient le vitrifier, je cite. Donc, est-ce qu'ils avaient véritablement l'intention de s'en prendre au président ? Évidemment qu'ils avaient l'intention de s'en prendre à lui. Sinon, ils ne seraient pas venus au palais présidentiel de ce palais présidentiel. Vous confirmez donc que ces assaillants souhaitaient s'en prendre au président. Le président Mahamat Idriss Déby se trouvait bien à ce moment-là au palais présidentiel. Mais il s'y trouve toujours au palais présidentiel, c'est sa principale résidence. La résidence du chef de l'État se trouve à l'intérieur du palais présidentiel. Et c'est vrai qu'il était là-bas, mais bon, il était détendu et l'atmosphère était détendue. Il n'y avait pas de menace particulière. En ça, je peux vous l'affirmer, il n'y avait aucune menace particulière puisque j'étais là-bas. Je me suis rendu très vite là-bas, à moins de 30 minutes de l'assaut qui s'est passé. Et nous avons diffusé d'ailleurs hier votre intervention sur Facebook. Monsieur le ministre, y a-t-il eu une faille sécuritaire ? Vous dites vous-même c'était des jeunes désœuvrés qui s'en sont pris avec des armes, non pas des armes lourdes ou des armes de guerre à ses gardes, mais ils sont quand même parvenus à rentrer à l'intérieur du palais présidentiel où se trouvait le président. Y a-t-il eu une faille sécuritaire ? Les responsabilités sont-elles établies ? Y a-t-il eu des arrestations suite à cet événement ? Écoutez, madame, vous savez, les chefs d'État les mieux gardés, même les chefs d'État américains, les mieux gardés au monde, quand des gens sont déterminés à faire une attaque de ce genre, ça se passe. Si vous vous souvenez, le président Reagan, malgré la protection qu'il a eue, a été assailli, on lui a tiré dessus. Quand vous avez des assaillants comme ça qui sont déterminés, et qui prennent les gens par surprise, il est de notoriété publique qu'on ne peut pas prévoir ces événements. S'il y avait une faille sécuritaire, ces gens auraient fait plus de dégâts, mais ils ont été très rapidement menacés. Et le dispositif sécuritaire autour du palais qui s'est très vite mis en place en moins de 15 minutes montre à suffisance que le dispositif sécuritaire au sein du palais présidentiel n'est pas négligeable. Et il n'y a pas eu d'arrestation parce qu'il n'y a pas eu de faute de la part des forces de l'ordre. Il y a eu un événement malheureux, un événement soudain, mais c'est un événement qui a été maîtrisé de la bonne façon et de la meilleure façon. Et les personnes assaillantes qui ont été blessées ont été immédiatement conduites à l'hôpital et remises au procureur de la République. Il y a eu une enquête en cours, je ne peux pas en dire plus. Je laisse le soin aux autorités judiciaires de clarifier cette situation dans les jours qui viennent. Et cette situation sera clarifiée et les responsabilités seront établies. Qu'il y ait des arrestations ou pas, je me garderai au moment de cette attaque, par respect à l'institution judiciaire et par respect à tout ce qui est procédure judiciaire et à la présomption d'innocence, je me garderai de pouvoir vous donner des détails précis et je pense que vous me comprendrez sur ce point. Alors, dernière question, y a-t-il de nouvelles mesures sécuritaires qui seront prises après cet événement ? Pas particulièrement. C'est un événement extrêmement isolé. Peut-être il y aura plus de vigilance sur les personnes aux alentours du palais. Cela va sans dire. Mais que des mesures sécuritaires précises, cela voudrait dire qu'il y a eu une faille de sécurité. Il n'y a pas eu de faille de sécurité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur Abdourahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères tchadien. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous. Nous sommes en direct avec Eric Topona, journaliste au Deutsche Welle et spécialiste du Tchad. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, partagez-vous le constat de M. Abdourahmane Koulamala, le ministre tchadien des Affaires étrangères. Il parle d'un commando de pieds nickelés et il affirme qu'il n'y a pas eu de faille sécuritaire. Je pense que le ministre Abdourahmane Koulamala est dans son rôle puisqu'il est ministre des Affaires étrangères et par ailleurs porte-parole du gouvernement. Il n'avait pas d'autres explications à donner que ce qu'il a donné. Mais il faut dire que selon plusieurs sources, les éléments de la garde présidentielle ont été effectivement pris à partie, ce qui vient quand même relancer la polémique liée aux failles sécuritaires. Pour ceux qui connaissent le Tchad, le palais présidentiel est quand même l'une des places, sinon la place la mieux gardée. On ne peut pas comprendre, même si le narratif développé par le gouvernement était vrai, des pieds nickelés, pour reprendre les expressions de M. Koulamala, sont venus prendre à partie les éléments de la garde présidentielle et on le voit dans la vidéo qui est en train de passer. Ça veut dire qu'il y avait quand même des failles sécuritaires. Et le palais présidentiel à N'Djamena est tellement ultra sécurisé que beaucoup d'interrogations subsistent dans l'opinion. Comment des gens qui n'avaient pas d'armes à feu ont réussi à pénétrer ce périmètre de sécurité pour attaquer les éléments de la garde présidentielle avant que le dispositif ne puisse se mettre en place en moins de 15 minutes. Comme l'a dit M. Abdourahmane Koulamala, ça pose quand même beaucoup de questions relatives justement au niveau de sécurité. Il y a eu certainement des failles et il y a beaucoup de non-dits dans ces événements. On espère que l'enquête qui a été ouverte par le parquet va pouvoir donc nous en dire un peu plus sur les circonstances exactes de la survenue de ces événements et surtout sur l'identité de ces jeunes, quoique selon M. Abdourahmane Koulamala, ils étaient drogués et n'avaient pas d'armes à feu. Alors le président Mahamat Idriss Déby a réagi sur son compte Facebook. Il rend hommage aux victimes et affirme que les assaillants voulaient, je cite, le vitrifier. Cela semble contradictoire avec les propos rassurants du porte-parole du gouvernement. Oui, depuis hier, le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, s'est illustré par des déclarations contradictoires qui ont suscité beaucoup d'interrogations sur la toile. D'abord, M. Abdourahmane Koulamala, quoiqu'ancien rebelle, chef de la diplomatie, il était apparu dans la vidéo postée sur sa page Facebook arborant un pistolet automatique à la hanche, ce qui n'est pas bon pour un chef de la diplomatie. Le Tchad n'est pas en état de guerre, il n'est pas ministre de la Défense. Mais le ministre Koulamala a également tenu des propos qui ont indigné une partie, sinon une majorité de l'opinion lorsqu'il parlait hier soir de pieds nickelés issus généralement des quartiers sud du Tchad. Et pour ceux qui connaissent la configuration de la capitale tchadienne, les quartiers sud sont réputés être le bastion de l'opposition et composés majoritairement des ressortissants du sud du Tchad, donc chrétiens. Donc ça vient quand même relancer les vieux antagonismes qui ont conduit le Tchad depuis plusieurs années dans des conflits, dans des guerres civiles. Donc la communication gouvernementale a péché. Heureusement que le ministre Koulamala a essayé de se racheter en convoquant ce midi à N'Djamena les diplomates accrédités en poste à N'Djamena. Mais le mal, si on peut le dire ici, a été fait. Il s'est très vite précipité sans avoir l'entièreté des éléments pour qualifier ces événements. Il aurait dû simplement annoncer qu'une attaque a eu lieu et laisser donc la justice faire son travail. Et au sein de l'opinion, on se pose beaucoup de questions quand on sait que la garde présidentielle est quand même l'une des unités les plus redoutées de l'armée tchadienne. Alors, faut-il craindre une autre attaque de ce genre ? Ce n'est pas la première fois que le palais présidentiel est ciblé. Moi, je pense qu'il faudrait minimiser cette attaque. Ce qui pose problème, c'est justement comment un palais présidentiel ultra sécurisé ait pu être attaqué par des civils qui n'étaient pas armés. Quand on sait la force de frappe de la garde présidentielle, je ne peux pas prédire d'autres attaques. On sait qu'il y a eu des attaques d'envergure menées par des coalitions rebelles. Je veux rappeler l'attaque
qui avait failli renverser le maréchal Idriss Déby Itno, le père de Mahamat Idriss Déby. C'était en 2008. Et Abdrahmane Koulamal a été à l'époque, pour la petite histoire, le porte-parole de cette coalition qui avait donc pris d'assaut la capitale et qui avait même encerclé le palais présidentiel. Là, on avait affaire à une vraie rébellion avec des gens armés. Mais pour ce genre d'incident, je pense que ça suscite beaucoup d'interrogations et on se demande bien comment cette attaque a pu avoir lieu. Une partie de l'opinion pense même qu'il s'agit peut-être d'un montage. Je n'ai pas de preuves, je suis journaliste, mais ces interrogations doivent être levées pour éviter justement que le symbole de l'État, la présidence du Tchad, puisse être attaqué aussi facilement. Ça vient quand même relancer ce débat de la souveraineté brandie à bout de bras par les autorités tchadiennes qui estiment, au premier rang desquelles le président Mahamat Idriss Déby Itno, que l'armée tchadienne est aguerrie, l'armée tchadienne est prête à défendre l'intégrité du territoire national. Donc il va falloir vraiment que des enquêtes soient menées, même au sein même de la garde présidentielle, pour déterminer comment est-ce que le périmètre habituellement assez sécurisé a pu être contourné par ces assaillants. Et nous suivrons cette enquête, évidemment. Merci beaucoup, Eric Topona, journaliste du Deutsche Welle, spécialiste du Tchad. Merci d'avoir répondu à nos questions. En République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge, le porte-parole de l'armée, a affirmé que les combats se poursuivent dans l'est du pays, des affrontements qui se sont intensifiés, notamment dans le territoire de Massissi. Ces combats opposent l'armée congolaise appuyée par des groupes armés locaux et les rebelles du M23 appuyés par des troupes militaires rwandaises. Les combats continuent et les forces royalistes se sont déterminées une fois pour toutes, libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Ces nouvelles attaques djihadistes au Bénin, le bilan est lourd. Au moins 28 militaires ont été tués. L'attaque a eu lieu au niveau du triple point, le nom donné à la zone frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Les forces de l'ordre ont mené un ratissage et annoncent avoir neutralisé 40 assaillants. Le président ivoirien Alassane Ouattara est-il candidat à sa propre succession? Il dit ne pas avoir pris de décision à ce sujet, mais se dit en pleine forme et désireux de continuer à servir son pays. Écoutez. En 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. De son côté, Charles Blé Goudé s'est lui officiellement déclaré candidat ce jeudi pour la présidentielle d'octobre 2025, mais sa candidature sera-t-elle validée? L'ancien ministre n'est toujours pas inscrit sur les listes électorales en raison d'une condamnation, tout comme son ancien mentor Laurent Gbagbo. Les précisions de Julia Guggenheim. C'est dans un message enregistré et diffusé sur ces plateformes que l'ancien bras droit de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, a décidé d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Celui qui s'est fait connaître à la fin des années 90 par son activisme à la FESI, ce puissant syndicat étudiant, a décidé de s'adresser d'abord aux jeunes. Je suis l'alternative crédible pour apporter des réponses qui correspondent à vos préoccupations. Jeunes de Côte d'Ivoire, 2025, c'est pour nous. La jeunesse a beaucoup subi. La jeunesse a trop accompagné. Il est l'heure que la jeunesse dirige et décide pour elle-même et par elle-même.
Charles Blé Goudet n'est pourtant pas en mesure de se présenter actuellement à une élection, acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Il a perdu ses droits civiques suite à une condamnation d'un tribunal ivoirien en 2019 pour des faits qui datent de la crise post-électorale de 2010-2011. Alors le président du COJEP a redemandé lors de cette allocution au président Alassane Ouattara, ce qu'il lui avait déjà demandé au mois de décembre dernier, c'est-à-dire de l'amnistier pour, je le cite, éponger la mer ardoise des crises politiques précédentes, une demande de réinscription sur les listes électorales qu'espère également son ancien mentor Laurent Gbagbo, qui lui aussi est candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Au Mozambique, ils étaient des milliers de partisans à sortir manifester pour accueillir Venancio Mondlane. Le principal opposant est rentré d'exil ce jeudi comme prévu. Un rassemblement impressionnant dans un climat très tendu qui a dégénéré en affrontement avec la police. Le bilan fait état d'un mort. Laurent Berstecher. Une Bible à la main, l'autre paume levée vers le ciel. Venancio Mondlane effectue une prestation de serment symbolique devant l'aéroport de Maputo. Je jure solennellement de servir la patrie et le peuple du Mozambique. Je jure de respecter les lois et la Constitution. Je vous dis cela en tant que président élu. En exil depuis près de 3 mois, l'opposant a été accueilli par une foule en délire à son retour au pays. Il avait quitté le Mozambique en octobre après une élection officiellement remportée par le candidat du pouvoir Daniel Chapo et dont Mondlane revendique toujours la victoire. Depuis l'étranger, il avait appelé ses partisans à descendre dans les rues pour faire pression sur le gouvernement. Les manifestations avaient été violemment réprimées par les forces de l'ordre, faisant des centaines de morts. Accusé par les autorités d'être à l'origine des violences, Mondlane fait aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires, mais l'opposant affirme n'avoir rien à cacher. Je suis venu pour montrer que je ne crains pas la justice. Je vais me défendre et prouver qui sont les vrais coupables. Le parti du Frélimo, qui dirige le Mozambique depuis 50 ans, a lancé en novembre des tractations pour tenter de sortir le pays de la crise. Des discussions réunissant les principaux partis d'opposition, mais auxquelles Venancio Mondlane n'a pour l'instant pas été convié. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.